Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui risque d'être assez long au vu surtout des hypothèses qui ont été formulées sur ce sujet et des articles aussi publiés sur celui-ci puisque c'est une affaire qui est très connue car cette semaine je vous emmène avec moi dans le Devonshire pour y évoquer les fameuses empreintes du diable. Mais avant de vous en dire plus sur ce sujet, comme d'habitude vous savez que je vous conseille de vous installer bien confortablement, de prendre quelques petites choses à grignoter, une petite boisson, peut-être un ouvrage à faire, des mots croisés, j'en sais rien. Quelque chose qui vous détend si vous ne voulez pas regarder spécialement la vidéo et me suivre seulement au podcast. Bref, vous vous installez comme vous le souhaitez, le plus à l'aise possible. Et si c'est le cas, eh bien nous allons pouvoir commencer à évoquer ce long sujet. Pour une explication plus simple avant de rentrer dans les détails et vous faire une petite introduction sur cette vidéo, sachez que ces empreintes du diable, c'est un phénomène qui s'est déroulé en février 1855. Donc il y a plus de 150 ans maintenant. Cela s'est passé dans le Devonshire, autour de l'estuaire de l'Ex, c'est-à-dire à peu près l'est et le sud du Devon qui se situe en Angleterre. On a découvert ces traces après une chute de pas mal de neige où des habitants de plusieurs endroits différents vont alors remarquer des traces assez bizarres, pas des traces de pas, ni des traces vraiment d'animaux selon eux, mais plutôt des traces qui ressemblaient certes à des sabots, mais un peu trop grands pour être celles d'animaux. Au total, on dit que ces traces auraient couvert une distance allant de 40 à 100 miles, ce qui équivaut à peu près à 60 à 160 km. On les a appelées les empreintes du diable, puisque l'une des hypothèses qui avait été à l'époque apportée par certaines personnes aurait été que ces traces laissées dans la nuit n'auraient été autres que celles de Satan qui leur aurait rendu une petite visite. Tout cela, ils l'ont deviné et suggéré par rapport au fait que la trace de sabot qui était observable était une trace de sabot fendu. Ensuite, cette affaire va beaucoup faire parler et de nombreuses théories, vous allez le voir, je vais en évoquer certaines et encore, il n'y aura pas tout, vont être élaborées pour expliquer exactement ce qui a pu se passer, car bien sûr ce ne sont et ne resteront que des hypothèses. Certaines, oui, peuvent en effet être plausibles, mais d'autres sont soumis à question et on se demande si, l'hypothèse paranormale ou du moins de cette présence du diable est bien avérée grâce à ces traces de sabots dans la neige, ou bien si une explication plus plausible et plus rationnelle est définitivement la bonne. Vous allez voir, peut-être qu'au final nous ne serons pas plus avancés. Voilà qui vous a un peu introduit et expliqué ce phénomène des fameuses empreintes du diable dans le Devonshire, donc en Angleterre. Pour être un peu plus précise maintenant et revenir sur l'incident tel qu'il est, cela s'est passé dans la nuit du 8 au 9 février 1855. Une ou deux nuits plus tard, après une forte chute de neige, il va y avoir une série de marques qui ressemblaient à des sabots fendus qui vont apparaître dans celle-ci. Ces empreintes, dont la plupart mesuraient, selon les témoins, environ 10 cm de long et entre 7 et 8 cm de large, étaient toutes espacées de 20 à 41 cm. La plupart d'entre elles étaient en file indienne. Et on les a signalées pas seulement à un seul endroit dans le Devon, mais à 30 endroits différents, ainsi que à quelques endroits dans son voisin du Dorset. On a estimé que la distance des traces donc de sabots laissés s'étalait entre 60 et 160 km. Parce que c'était difficile de calculer au kilomètre près à l'époque, et sachant qu'ils étaient répartis à divers endroits. Ce qui était le plus bizarre concernant ces fameuses traces, c'est que ce n'étaient pas de simples traces dans une cour, par exemple. Ces traces pouvaient très bien franchir des maisons, c'est-à-dire être sur des toits. On pouvait les voir dans des rivières. Les traces ont été même retrouvées dans des meules de foin ou bien d'autres obstacles que normalement on ne passe pas. Ou que peu d'animaux, si on évalue la taille par rapport à la taille du sabot, normalement ne font pas à ces hauteurs-là, du moins.
Donc, comme je vous le disais, ces empreintes apparaissaient même sur les toits enneigés, sur le haut de certains murs, si jamais celui-ci était dans leur passage. C'est-à-dire que les traces allaient toujours tout droit. S'il y avait un mur, elles passaient le mur. Elles ne cherchaient pas à contourner celui-ci. On en a même trouvé sur des tuyaux d'évacuation. Et le diamètre, en tout cas, de chacune d'entre elles ne dépassait jamais 10 cm. Beaucoup de journaux vont évoquer ces fameuses traces possibles du diable dans le Devonshire. J'ai trouvé notamment un article qui est extrait donc d'une dépêche hebdomadaire d'un journal qui date du 18 février où on peut y retrouver ceci. Les superstitieux vont jusqu'à croire qu'il s'agit des marques de Satan lui-même. Et le fait que le sujet ait été débattu en chair témoigne de la grande excitation qu'il a suscité dans toutes les classes. Il semble que jeudi dernier dans la nuit, il y ait eu une très forte chute de neige dans les environs d'Exeter et dans le sud du Devon. Le lendemain matin, les habitants de ces villes ont été surpris de découvrir les traces de pas d'un animal étrange et mystérieux, doté du pouvoir d'ubiquité, car ces empreintes étaient visibles dans toutes sortes d'endroits inexplicables. Au sommet des maisons et des murs étroits, dans les jardins et les cours, entourés de hauts murs et de palissades, ainsi qu'en plein champ. Les empreintes du pied ressemblaient beaucoup à celles d'un sabot d'âne et mesuraient entre 1,5 pouce et, dans certains cas, 2,5 pouces de diamètre. Ici et là, les empreintes semblaient fendues, mais dans la plupart des cas, le sabot était toujours continu. Et si l'on regardait la neige au centre, elle restait entière et ne laissait voir qu'une crête apparaissant à l'extérieur du pied qui montrait que celui-ci devait être concave. Je ne vais pas vous dire tous les extraits de chaque journal, de toute façon en illustration vous allez en voir certains, bien sûr ils sont en anglais, mais ça vous montre à quel point cette affaire a beaucoup fait parler à l'époque. Lorsque l'on a étudié d'où venaient ces empreintes, on a découvert que celles-ci s'étendaient sur une région d'Exmouth à Topsham et qu'elles traversaient ainsi l'estuaire de l'Ex, allant jusqu'à Dawlish et Teignmouth. Monsieur Bosque va publier un article qui s'appelle Notes and Queries en 1890 et dans ses notes, il va évoquer ces fameuses empreintes insolites retrouvées en 1855. Il va déclarer dans ses écrits que ces empreintes étaient également apparues plus loin jusqu'à Totnes et Torquay au sud et que d'autres rapports faisaient même état d'empreintes jusqu'à Weymouth dans le Dorset et même jusque dans le Lincolnshire. Pour vous faire un petit résumé des faits, après une nuit où la neige est beaucoup tombée, au matin du 9 février 1855, des habitants de divers comtés du Devon et même jusque dans le Dorset vont découvrir des empreintes assez étranges en forme de sabots fendus, faisant 10 cm de long et 7 cm de large, et entre chaque pas, il y avait environ 20 à 40 cm. Ce qui intrigue le plus dans cette histoire, c'est que celle-ci semble s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres, sans interruption, et dans des endroits très différents, c'est-à-dire qu'elles apparaissent subitement et s'arrêtent aussi subitement. Ce qui prouverait d'un don d'ubiquité, puisque vu la largeur sur laquelle ces empreintes ont été retrouvées, il aurait fallu que cet individu puisse être à divers endroits quasiment en même temps, du moins dans la même nuit. On va retrouver ces empreintes aussi bien sur les routes des champs, normales, mais un peu moins normales, sur le toit des maisons, sur des murs, sur des rivières qui étaient gelées à cette époque, même sur des tuyaux, ce qui semblait être impossible pour un être vivant normal. Et même si personne n'a vu qui a fait ces fameuses empreintes, il y a des milliers de personnes qui ont été témoins et qui ont vu de leurs propres yeux ces traces laissées dans la neige, et cela dans différentes villes et villages, aussi bien et surtout dans le Devon, dans le Devonshire, comme dans le Dorset ou dans le Lincolnshire, comme j'ai évoqué un peu plus tôt. En ce qui concerne les preuves de ces fameuses empreintes, malheureusement, vu l'époque, on était en 1855, il était difficile de pouvoir avoir des preuves directes du phénomène. Les seuls documents connus qui ont pu être retrouvés par rapport à cette histoire sont ceux qui ont été faits dans une publication en 1950. C'était dans un article des transactions du Devonshire Association qui à cette époque demandait plus d'informations sur l'événement. C'est alors à ce moment-là, lorsqu'ils ont demandé donc à en savoir plus,
qu'on va découvrir différents documents qui appartenaient à Henry Thomas Eliacombe, qui était le vicaire de Christ-Saint-Georges dans les années 1850 et qui a donc vécu au moment de ces événements. Dans ces divers documents qui ont donc été retrouvés chez le vicaire, il y avait des lettres adressées au vicaire lui-même par ses amis, qui donc racontaient les faits. Parmi ces lettres, il y en avait une d'un certain révérend J.M. Musgrove, qui était le vicaire de Whitcomb Raleigh. Il y avait aussi le brouillon d'une lettre qui, à l'époque, avait été adressée à l'Illustrated London News et qui portait la mention « ne pas publier ». Et il y avait aussi apparemment plusieurs traces des empreintes de pas et certains dessins laissés par des témoins. Lorsque j'ai cherché à en savoir plus et savoir si ces documents étaient accessibles, peut-être que je ne suis pas assez douée ou assez patiente, je n'ai pas retrouvé la fameuse lettre du vicaire ou bien celle du révérend. Peut-être qu'elles ne sont tout simplement pas accessibles. En tout cas, un certain Mike Dash, lui, va essayer de rassembler de son côté des sources primaires et secondaires pour faire un document qu'il va intituler The Devil's Oath Marks, Source Material on the Great Devon Mystery of 1855, qui parle, comme vous l'aurez compris, de ces fameuses traces laissées par Satan. Il va publier ce document avec toutes ses sources dans le 14 Studies en 1994. J'ai voulu en savoir un petit peu plus pour savoir si on avait d'autres témoignages. Je n'ai pas trouvé les fameuses lettres ecclésiastiques, nous allons dire, pour voir tout simplement s'il y avait des lettres d'habitants entre eux ou quelque chose comme ça qui raconterait ce qui s'est passé à un autre ou, enfin voilà, quelque chose de bien palpable, nous allons dire. J'ai pas vraiment trouvé, à part dans les journaux locaux, vraiment de preuves, on va dire, des témoins officiels. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au niveau des sources et des témoignages historiques, le premier rapport officiel sera bien daté de février 1855, c'est-à-dire un mois où l'événement s'est passé, puisque cette histoire sera rapportée pour la première fois dans le journal local qui s'appelle donc The Illustrated London News. Dans celui-ci, on va y décrire les étranges empreintes et aussi mentionner que les habitants du Devonshire étaient terrifiés par le phénomène. Par la suite, il y aura des rapports similaires qui seront publiés dans le journal The Times ou bien d'autres journaux qui étaient publiés à l'époque. Par exemple, j'ai pu retrouver l'exemple d'une lettre qui avait été écrite à l'époque au rédacteur en chef de la Gazette de l'Exeter and Plymouth Gazette. Voici ce que dit cette lettre. Monsieur, la nuit du jeudi 8 février a été marquée par une forte chute de neige, suivie de pluie et d'un vent violent venant de l'est, puis de gelée dans la matinée. Le retour de la lumière du jour a révélé les promenades d'un animal très actif et mystérieux, doté du pouvoir d'ubiquité, car ses empreintes ont été vues dans toutes sortes d'endroits inexplicables, sur le toit des maisons, des murs étroits, dans des jardins, des cours, qui étaient pourtant entourés de hauts murs et de palissades, ainsi même qu'en plein champ. La créature semblait avoir gambadé d'Exmouth à Littleham, Limstone, Woodbury, Topsham, Starcross, Teignmouth, etc. Il n'y a guère de jardin à Limstone où on puisse observer ces empreintes, et dans cette paroisse, il semble avoir gambadé avec une activité inexprimable. Ces traces ressemblent plus à celles d'un bipède qu'à celles d'un quadrupède, et les pas ont généralement 8 pouces d'avance l'un sur l'autre, bien que dans certains cas, cela va de 12 à 14. Et elles sont alternées comme pourraient l'être les pas d'un homme. On inclut également entre ces pas 2 lignes parallèles distantes de 6 pouces. L'empreinte du pied ressemble beaucoup à celle d'un pied d'âne et mesure d'1,5 pouce à 2,5 pouces de diamètre, semblant ici et là que le pied soit fendu. Mais dans la généralité de ces pas, l'empreinte était plutôt continue et parfaite. Au centre, la neige restait entière, ne montant que la croûte extérieure du pied qui par conséquent devait être convexe. La créature semblait avoir avancé jusqu'aux portes de plusieurs maisons, puis être revenue sur ses pas. Mais personne n'a été capable de discerner le point de départ ou d'arrivée de ce mystérieux visiteur. Tout le monde s'étonne, mais personne n'est capable d'expliquer le mystère. Les pauvres sont pleins de superstitions et considèrent qu'il s'agit d'une visite du vieux Satan ou de quelques-uns de ses diablotins. Comme vous le voyez, cela a quand même inquiété pas mal de personnes de ne pas savoir
qui avait laissé ces fameuses empreintes. Ce qui fait que, en l'espace de quelques jours, l'histoire des mystérieuses empreintes de pas du Devonshire va être rapportée dans la presse locale et même dans la presse nationale. Comme je vous le disais, elle a même fait son entrée dans l'Illustrated London News, qui était à l'époque l'hebdomadaire le plus populaire. Là encore, l'histoire sera rapportée par le biais d'une lettre d'un correspondant qui parlera des traces de pas sur la neige dans le Devon. Cette lettre contenait des informations supplémentaires par rapport aux autres articles qui avaient été publiés jusque-là. On pouvait y retrouver ceci. Les marques qui sont apparues sur la neige et qui recouvraient donc le sol à ce moment-là, et qui aussi ont été vues le vendredi matin, selon toute apparence, semblaient être l'empreinte parfaite d'un sabot d'âne de 4 pouces de long sur 2 pouces et demi de large. Mais au lieu de progresser comme l'aurait fait un animal, c'est-à-dire un âne à 4 pattes, vous voyez à peu près le genre de traces qu'il va laisser, on voit clairement qu'il était quadrupède. Là, ce ne fut pas le cas. Même si les empreintes ressemblaient, il n'avait pas la démarche d'un quadrupède. Il y avait vraiment la trace d'un pied droit et d'un pied gauche. Et que, vu les traces laissées, il avait la démarche d'un bipède, c'est-à-dire que le pied droit suivait le pied gauche, et ainsi de suite, formant une seule ligne. La distance de chaque pas était de 8 pouces, des fois un peu plus, et les marques de pied qui avaient été établies dans chaque paroisse étaient exactement de la même taille et le pas de la même longueur. Ce qui est intéressant dans cet extrait de lettre, nous allons dire, ou du moins ce qui a été utilisé de la lettre pour nous expliquer les petites choses en plus qui ont été publiées donc dans The Illustrated London News, c'est que le journal va bien utiliser le mot trace de pas, qui en anglais se dit footprints. Mais à l'époque, sachez que ce mot de footprints n'était pas encore utilisé dans la langue anglaise, puisque à cette époque, malheureusement, on n'en était qu'au début, nous allons dire, d'une langue bien claire et comprise de tout le monde, nous allons dire d'un anglais général, si vous voulez, et pas de patois entre les habitants. Et du coup, le vocabulaire qui avait été utilisé à l'époque par les personnes qui écrivaient ces lettres était pas encore vraiment stable et nous allons dire connu de tous comme il l'est actuellement. La lettre va ainsi continuer, toujours celle extraite de l'Illustrated London News, en disant ceci. Ce mystérieux visiteur ne passait généralement qu'une seule fois dans chaque jardin ou cour, et ce, dans presque toutes les maisons de nombreux quartiers des villes susmentionnées, ainsi que dans des fermes éparpillées. Cette piste régulière passait parfois par-dessus le toit des maisons, dans des briques de foin ou allait sur des murs très hauts, dont un notamment de 14 pieds de haut. Celui-ci ne semblait pas déplacer la neige d'un côté ou de l'autre, ni de modifier la distance qu'il faisait entre chaque enjambée. Et ça continuait ainsi, comme si le mur qu'il y avait devant lui n'était même pas un obstacle. Les jardins qui possédaient des hautes clôtures ou des murs, ou même des portes fermées à clé, ont été visités exactement de la même manière que ceux qui étaient ouverts et sans protection. Si l'on considère la distance qui a dû être parcourue pour laisser ces marques, je dois dire, dans presque tous les jardins, sur les pas de porte, dans les vastes forêts de Lucombe, sur les terres communales, dans les enclos ou dans les fermes, que la progression réelle a dû dépasser 100 miles. Comme vous l'aurez compris, à l'époque, en 1855, nous étions encore dans une situation un peu complexe et pas dans tout ce que l'on savait aujourd'hui, etc. Et même, vous allez voir que même avec ce que l'on sait aujourd'hui, je l'évoquerai un peu plus tard, cela reste une affaire assez compliquée au vu du manque de preuves, malheureusement. Mais du coup, le fait de voir une trace de pied qui ressemble assez à un sabot fendu va faire que certains vont vite surnommer ces empreintes comme étant celles des marques du pas du diable. Seulement, comme vous l'aurez remarqué d'ailleurs, dans les 2 lettres qui ont été publiées donc dans ces 2 journaux différents, du moins gazettes et journaux, les auteurs ne s'en vont pas à une tout de suite c'est le diable qui est passé ou quoi que ce soit. Ils ont plutôt une explication assez rationnelle et ont plutôt tendance à juste nous raconter les faits qu'ils ont pu observer ou qu'ils ont entendu des autres par rapport à la distance qui a été parcourue, la taille des pas, etc., où ils ont été vus. Mais ils n'évoquent pas de vraiment
à proprement parler que ce sont les empreintes du diable. Va se poser la question de savoir qui a laissé ces fameuses marques. Tout de suite, les oiseaux vont être éliminés, car aucune patte d'oiseau ne pourrait laisser l'empreinte d'un symbole. Et même s'il y avait un oiseau qui était capable de le faire, il ne pourrait pas procéder de la manière directe qui est décrite ci-dessous. C'est-à-dire que normalement, un oiseau, même si, imaginons si celui-ci avait des pattes d'âne, il ne se serait pas limité à faire une ligne directe. Vous avez déjà vu un oiseau, même quand il est au sol, il a plutôt tendance à sautiller à droite, à gauche. Donc on n'aurait pas eu une ligne comme le disent les témoins. Donc du coup, rien que ce petit morceau de témoignage, que ça fasse une ligne directe, ça élimine d'emblée le fait que cela puisse être un oiseau. L'auteur d'un article qui avait lui passé 5 mois d'hiver dans les forêts du Canada et qui a donc une grande expérience de la traque des animaux sauvages et des oiseaux sur la neige, dans son cas, lui, il affirme sans crainte qu'il n'a jamais vu de piste plus clairement définie ou moins altérée par l'atmosphère que celle dont on parle dans ces fameuses empreintes du diable. Il dit ceci: si vous estimez que ce qui précède est susceptible d'intéresser vos lecteurs, ou si vous obtenez de l'un d'entre eux une meilleure solution que celle qui a été donnée jusqu'à présent à cet événement des plus singuliers, peut-être lui accorderez-vous une place dans votre journal des plus intéressants. Donc on commence à chercher des théories assez rationnelles pour expliquer ce qu'il a bien pu se passer. Comme vous l'avez vu, les témoignages essaient eux aussi d'être assez rationnels. Même si on parle de dons d'ubiquité qui, là, dépasse un petit peu la rationalité. Mais sinon, on a plutôt tendance à juste à raconter les faits, à évoquer, oui, que certains ont plutôt tendance à évoquer que ça fait un sabot fendu et qu'ils ont pensé que ça pouvait être le diable, mais rien n'est affirmé. On cherche vraiment à savoir qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit pour que toutes ces empreintes apparaissent partout sur un territoire aussi grand et faisant comme s'il n'avait aucun obstacle devant lui, limite comme s'il traversait les murs, ou, je ne sais pas, cela défie toute logique du moins à ce moment-là. En ce qui concerne les témoignages des habitants, à part par les fameuses lettres envoyées à certains journaux, il est assez dur, comme je vous ai dit, d'en trouver vraiment beaucoup de traces, puisque comme je vous dis, ce qui est le plus souvent et plus facilement trouvable, ce sont les journaux, les articles eux-mêmes publiés dans différents journaux de l'époque. Ce qui n'empêche que l'on dit qu'il y a eu de nombreuses personnes, et certains même disent qu'il y a eu des milliers de personnes qui affirment avoir vu ces traces s'étendre sur des kilomètres sans interruption. Tous confirment ce qui a été dit par ceux qui ont écrit aux journaux, c'est-à-dire que les empreintes étaient aussi bien sur des toits, des murs, des rivières gelées, enfin que certaines dépassaient quelque part l'explication rationnelle et du moins l'explication conventionnelle. Il est évoqué aussi, bien évidemment, que, comme je vous le disais, certains habitants, au vu de certaines empreintes assez bizarres comme celles au-dessus des murs, comme si les obstacles n'existaient pas, sur le lac gelé, sur des tuyaux, etc., vont croire très facilement que ces traces étaient surnaturelles. Cela va d'ailleurs, à l'époque, beaucoup alimenter les rumeurs sur la possible manifestation du diable, et c'est ce qui vaudra d'ailleurs, comme vous l'aurez compris depuis le début, ce fameux nom qui est resté encore aujourd'hui des empreintes du diable du Devonshire. En ce qui concerne les traces par rapport à l'église, comme je vous le disais, je n'ai pas réussi à trouver les fameuses lettres laissées et retrouvées, mentionnées un peu plus tôt, mais apparemment il y aurait eu aussi, en plus de cela, certains prêtres locaux qui auraient mentionné ces événements dans leurs archives, et de ce qu'ils disaient dans ces fameuses archives, ils considéraient ces empreintes comme un signe divin, ou d'autres considéraient cela comme une mise en garde contre le péché. Mais généralement, ce sera surtout des récits oraux qui vont être transmis au fil des générations dans la région du Devon. C'est pour ça qu'il est très difficile de trouver de vrais témoignages. De plus, voyant l'époque où cela s'est passé, c'est-à-dire en 1855, eh bien sachez, si vous ne le saviez pas, que aucune photo n'a été prise, puisque la photographie à ce moment-là était encore que balbutiante. Donc personne n'a pu venir comme on pourrait s'imaginer maintenant avec son appareil photo et hop, j'ai une preuve, voilà, j'ai une photo, voilà ce que c'était.
Malheureusement, ce n'était pas possible et le peu qu'il y avait de la photographie à l'époque, c'était un brin complexe pour faire une photo. Après, on pourrait se demander, comme certains, si on peut parler de l'affaire du Bigfoot, puisque certains le font, parler de moulage, puisque certains qui pensent avoir trouvé des empreintes de Bigfoot ont fait des moulages de ces fameuses empreintes. Eh bien, à cette époque, apparemment, personne n'a eu l'idée, ou si cela a été fait, eh bien, elles n'ont pas été conservées, ni retrouvées dans les archives. On ne sait même pas si quelqu'un a eu l'idée de mouler ces empreintes pour pouvoir garder un témoignage de ce qui s'était passé, puisqu'on n'en a jamais retrouvé. Donc, est-ce que ça a été fait, pas fait? Mystère. Tout ce que l'on a, on va dire, si l'on peut considérer ça comme des preuves, même si moi j'aurais plutôt tendance, oui, à considérer cela comme des preuves, puisque ce n'est pas une personne, mais plusieurs personnes qui font des dessins assez semblables les uns avec les autres. Ce sont donc les fameux croquis faits par les habitants ou ceux tout simplement qui ont vu le phénomène, et tous les articles de journaux qui ont été publiés sur cette affaire. Ce sont vraiment les seules, entre guillemets, preuves que l'on peut voir, puisque justement, certains journaux vont publier les fameux dessins pour essayer de montrer aux gens de quoi on parlait, et même des chercheurs vont dessiner des reproductions des fameuses empreintes en écoutant les gens leur raconter à quoi elles ressemblaient, etc. Eux, ils ont dessiné eux-mêmes pour pouvoir illustrer ceci. Rajoutons à cela, comme je vous en ai cité une ou deux, les lettres privées et les rapports qui avaient été faits à l'époque, que ce soit aussi bien à l'église que par les habitants, qui parlent de ces fameuses empreintes et de la réaction générale des habitants. On ne peut pas dire en tout cas que ce soit une supercherie, que ce soit quelque chose d'inventé pour faire parler, parce que là on n'est pas une ou deux personnes impliquées, mais bien des milliers de personnes. Ça serait un petit peu gros à monter, surtout en 1855. Aujourd'hui, oui, ce sera un petit peu plus simple avec l'ère des réseaux sociaux, etc., de réunir des gens pour faire un, comme on dirait, un prank. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Donc, on va dire vraiment que les seules preuves que l'on a et qui restent solides malgré tout, vu le nombre de personnes qui ont pu voir le phénomène, ce sont vraiment ça. Les journaux, les dessins faits par des chercheurs ou par des habitants eux-mêmes de ce qu'ils ont vu ce matin-là en se réveillant. Là va commencer, après tout cela, la recherche de théories. Comme je vous le disais déjà, au départ, on va commencer à éliminer la théorie des oiseaux. Mais d'autres théories vont apparaître au fur et à mesure. Puisqu'au final, ce sera pas mal d'explications qui vont être données pour expliquer le fameux incident. En fait, tellement d'explications que je n'ai pas pu toutes les mettre dans la vidéo, sinon on en aurait eu pour pas mal d'heures. Pour faire simple, certains enquêteurs vont douter que les traces soient vraiment, comme il est dit, étendues sur une si grande distance, puisque, comme je vous le disais, à l'époque, il était un peu compliqué, sachant que ces traces étant à différents endroits, de pouvoir vraiment dire et de bien communiquer surtout entre eux pour calculer une distance exacte. Donc, ils ont conclu que c'était pas du tout possible qu'ils arrivent à suivre et à mettre un chiffre correct sur le parcours intégral qu'avait fait ce Satan possible ou cette bête en une seule journée avec toutes ces empreintes partout. D'autres raisons qui ont poussé au scepticisme de ce qui avait été raconté à l'époque, c'est Joe Nickell qui va l'évoquer en disant que la description des empreintes qui a été faite par les témoins oculaires de l'époque va varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, quelque part, que la forme reste à peu près la même, mais la taille n'est pas vraiment la même. Comme je vous l'ai dit, elle va de telle à telle taille. On n'est pas sur une taille précise qui pourrait nous prouver que c'est un seul, et même que ce soit animal ou possiblement, si on y prend cette thèse, que ce soit vraiment les traces de Satan. Normalement, il devrait y avoir des traces exactement de la même taille, un enjambement exactement de la même taille, et du coup, le fait que ça varie de tant de centimètres à tant de centimètres et que ce soit pas une taille précise, ça rend les gens assez sceptiques sur le fait que ce soit bien toutes des empreintes de la même chose, nous allons dire. Là encore, Mike Dash va évoquer ceci dans son article, comme je vous le disais, qu'il a publié dans les 14 Studies, que j'ai évoqué un peu plus tôt. Lui aussi, il est de la thèse qu'il n'existe pas
une source unique et que ces empreintes viennent bien de différentes personnes, animaux, enfin on ne sait pas encore ce que c'est. Ce sont bien toutes des traces de sabots mais de tailles différentes. Alors lui, il va même jusqu'à évoquer le fait que certaines de ces traces sont probablement des canulars, c'est-à-dire que certains auraient peut-être vu des traces de sabots et qu'ils ont voulu en refaire pour augmenter le nombre de personnes à les observer. Après, il dit que d'autres pourraient tout simplement être associés à des quadrupèdes assez typiques de l'époque, tels des ânes, des poneys, et même que certaines empreintes pourraient être accordées, être faites par des souris sylvestres. Il doit cependant admettre que même s'il y a ces fameuses pistes qu'il vient d'énoncer, elles ne peuvent pas toutes expliquer toutes les marques signalées et qu'au final, le mystère reste encore entier, selon ses dires. Au niveau des théories qui ont été évoquées pour avoir laissé ces traces, je vais en évoquer un peu moins d'une dizaine, mais quand même. Vous allez voir que ça fait beaucoup au final, et comme je vous ai dit, il y en a que je n'ai pas mises. On va d'abord penser à un phénomène météorologique, tout simplement, puisque déjà, il y avait déjà eu le phénomène de grosse neige à ce moment-là qui était arrivé. Donc, selon cette théorie, ce seraient des conditions météorologiques particulières qui auraient fait que celle-ci aurait modifié la neige. Comment? Je ne le sais pas, mais c'est ce que la théorie dit, et ça aurait créé ces fameuses traces assez inhabituelles. Certains, en parlant de phénomène, vont plutôt penser que c'est peut-être le résultat de grêle ou d'un ruissellement d'eau qui, à force, aurait sculpté ces formes. Le seul problème, c'est que cela n'explique pas le fait que ces empreintes soient continues, ni le fait que si c'était des grêles ou un ruissellement d'eau dans le deuxième cas, que cela traverse même les rivières et les obstacles. De l'eau, généralement, s'il y a un mur, ça passe pas au travers, on est bien d'accord. La grêle, possiblement, oui, mais pour ce qui est de laisser une trace sur une rivière gelée, je sais pas. Peut-être que possiblement une grêle qui tombe de façon très forte pourrait laisser une trace sur une rivière gelée, mais je ne m'y connais pas assez sur les phénomènes météorologiques pour savoir si c'est... Mais en tout cas, à part le fait de dire qu'il y aurait eu une condition météorologique particulière et quelque part sans la citer, sans expliquer ce que c'est, les autres phénomènes proposés ne semblent pas vraiment très crédibles, ou de bonnes explications du moins. Et si phénomène météorologique il y a eu, pourquoi ne pas l'expliquer et le citer clairement? C'est pour ça que certains ne sont pas d'accord avec cette théorie. Une autre théorie en parallèle sera mise en évidence selon un certain Geoffrey Horshold, qui va lui, de son côté, suggérer que tout ceci est dû à un ballon expérimental. Vous savez, les fameux gros ballons des moments qui peuvent être envoyés, qu'on appelle des ballons sondes, un peu des ballons dans ce style-là. Il dit que apparemment, selon lui, ces traces auraient été laissées par un ballon qui aurait été lâché par erreur depuis l'arsenal de Devonport et qui aurait laissé ces mystérieuses traces, entraînant derrière lui, en perdant de l'altitude, les deux manilles qu'il y avait à l'extrémité de ses cordes d'amarrage. Il tient cela d'une source qui était un habitant de la région, le major Carter, dont le grand-père avait travaillé à l'époque au fameux arsenal de Devonport. Carter prétend que on a à l'époque étouffé l'incident puisque ce ballon avait aussi malheureusement sur son passage détruit un certain nombre de vérandas de serre et même des fenêtres et il a fini sa course à Oniton. Or bien sûr on peut dire que cela pourrait expliquer la forme de certaines empreintes. Et encore, deux manilles à l'extrémité de cordes d'amarrage, pour moi, ne laisseraient pas des empreintes aussi droites, aussi alignées que l'expliquent les habitants. Et si l'on en croit les dessins qui ont été faits par rapport au témoignage de ceux-ci. Du coup, les sceptiques vont s'en mêler et vont se demander si le fait que, oui, peut-être à l'époque, il y a eu une histoire d'un ballon qui aura été étouffé pour pas avoir de problème, mais est-ce que, justement, ce ballon n'aurait pas plutôt traversé une trajectoire plutôt en zigzag et donc aléatoire? Et au final, est-ce que c'est même pas possible que les fameuses manilles qui pendaient au bout des cordes, en étant si bas, parce que il fallait être bas pour quand même laisser des empreintes au sol, et vu partout où elles ont été retrouvées,
il y aurait bien eu un moment où celle-ci aurait dû se prendre dans un arbre, ou du moins dans un obstacle qui aurait fait qu'elle s'était accrochée et que le ballon aurait pu bouger. Or, c'est pas vraiment le cas. Donc ce sont deux choses qui font que les sceptiques ne sont pas vraiment tout à fait convaincus par cette explication. Après, des théories selon divers animaux vont être amenées. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, puisque bien sûr, il y en avait toute une flopée. On évoque donc d'abord des souris, comme je vous ai évoqué avec Mike Dash, les fameuses souris sylvestres, qui pourraient être responsables de certaines des empreintes, notamment par exemple celles retrouvées sur les toits, qui selon lui auraient pu être laissées par des rongeurs sauteurs, car si on en suit ses dires, et moi je ne m'y connais pas en souris sylvestres pour dire le contraire, je vais juste vous dire ce qu'il dit dessus, l'empreinte laissée par une souris après un saut ressemble à celle d'un animal à sabots fondus, en raison des mouvements de ses membres lorsqu'elle saute. Voilà ce qu'il dit. Dash va aussi déclarer que cette théorie selon laquelle les empreintes de Devon auraient été donc laissées par ces fameux rongeurs a été proposée dès le mois suivant de l'événement, en mars 1855, dans The Illustrated London News. Plus exactement, dans le numéro du 10 mars 1855. On peut même retrouver dans ce journal des illustrations qui ont été présentées par Thomas Fox, qui était brasseur et fabricant de briques à Ballington. Il va présenter des illustrations de traces de rongeurs dans différentes épaisseurs de neige pour étayer, nous allons dire, la théorie de ces fameuses souris sylvestres. Mais il va également proposer, pour étayer l'article, un diagramme qui va montrer comment les membres postérieurs et antérieurs des rongeurs peuvent créer ces fameuses empreintes dites en sabots. Les souris ne seront pas le seul animal à être évoqué. On va également évoquer, et là ce sera dans une lettre adressée à l'Illustrated London News toujours en 1855, la possibilité que ces traces aient été laissées par un kangourou. C'est le révérend Musgrave qui va adresser cette lettre dans laquelle il écrit « Il y a quelques jours, une information a circulé selon laquelle un couple de kangourous s'était échappé d'une ménagerie privée, celle de Monsieur Fish, je crois, à Sidemouth. Cependant, il semble que personne n'ait vérifié si ces fameux kangourous, à cette époque, s'étaient vraiment échappés, ni comment ils auraient fait pour traverser l'estuaire de l'Ex. Et Musgrave lui-même va déclarer qu'il avait plus tard inventé à ce moment-là cette histoire pour détourner l'attention de ses paroissiens qui avaient trop peur que le diable ait voulu leur rendre une petite visite. On peut voir aussi qu'à l'époque, eh bien, le mensonge pouvait aussi avoir lieu, et c'est encore plus grave quelque part entre guillemets quand cela vient d'un révérend, même si cela se comprend. Vu que l'on a surnommé et que l'on surnomme encore ces empreintes les empreintes du diable, on peut comprendre que le mensonge n'était pas un mauvais mensonge, il voulait juste rassurer ses paroissiens qui avaient peur que le diable déboule chez eux à n'importe quel moment, vu qu'il avait déjà laissé des preuves de sa présence. Il a ajouté « J'ai trouvé une bonne occasion de mentionner le nom de kangourou en faisant allusion au rapport alors en vigueur. Je n'ai certainement pas attaché ma foi à cette version du mystère. Mais vous savez, l'état d'esprit des villageois, ils avaient peur de sortir après le coucher du soleil. Ils étaient convaincus que tout cela était l'œuvre du diable. Ça rendait très souhaitable que on trouve une solution et une notion plus simple et pas aussi dégradée et viciée que l'était le fait que ce soit possiblement le diable. Alors, à ce moment-là, j'ai été reconnaissant qu'un kangourou ait pu disperser les idées désobligeantes de mes paroissiens. Cela est en gros un petit résumé de ce que dit le révérend Musgrave dans sa lettre qu'il a adressée à l'Illustrated London News le 3 mars 1855. Mais il ne sera pas le seul à écrire à l'Illustrated London News, qui sera vraiment le journal phare de l'époque pour parler de cette affaire, puisque un autre animal va être évoqué dans une lettre, encore une fois adressée au même journal, publiée elle aussi le 3 mars 1855, qui est une lettre de Richard Owen, qui avance lui comme théorie que les empreintes qui ont été laissées sont celles d'un blaireau. Il argue que cet animal
est le seul quadrupède plantigrade que nous ayons sur cette île. C'est ce qu'il écrit dans la lettre. Et il ajoute qu'il laisse une empreinte plus grande que ce que l'on pourrait supposer en vue de sa taille. Le nombre d'empreintes, a-t-il suggéré, indique l'activité de plusieurs animaux, car il est improbable qu'un seul blaireau ait été éveillé et affamé. Et il a ajouté que cet animal était un rôdeur furtif et plus actif et endurant quand il était à la recherche de nourriture. Comme je vous l'ai dit, je vous ai cité 3 exemples des animaux possiblement qui auraient laissé ces empreintes. Vous avez vu que j'ai même évoqué l'âne, etc. Donc ils n'ont vraiment pas été les seuls. J'ai choisi ces 3-là, puisqu'en plus on avait des lettres adressées directement à des journaux avec des gens qui témoignaient de leur savoir sur la question, nous allons dire. Mais le fait, c'est qu'il y a quand même toujours le même problème derrière ces possibles traces d'animaux. Que ce soit pour la souris, bon, le kangourou, nous avons compris que c'était le révérend qui voulait rassurer ses ouailles, même encore le blaireau, ou que ce soit l'âne ou autre, c'est que le problème majeur, ces animaux ne laissent aucune trace continue et régulière, et cela sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ne traversent pas les murs. Certains, oui, vont monter sur les toits, ça je vous l'accorde. Peut-être certains vont passer sur des rivières gelées. Mais une histoire de traverser un mur, jusque-là, j'ai encore vu aucun animal qui est capable de traverser un mur pour faire exactement le même genre de traces d'un côté comme de l'autre du mur. Même si ces théories sont tout à fait entendables et peuvent être une explication plausible peut-être sur certains endroits qui ont été trouvés, mais sur d'autres, eh bien, c'est pas vraiment envisageable que ce soit cela. Nous pouvons dire que oui, possiblement, certaines de ces traces sont simplement des traces d'animaux, mais certaines restent encore assez mystérieuses. Mais ce n'est pas les seules théories. On a pensé, bien évidemment, comme je vous l'ai évoqué, au canular. On pouvait penser à l'époque que certains individus se seraient peut-être amusés à fabriquer au pochoir les empreintes ou des sabots qu'ils auraient attachés à des bâtons, et puis laisser des empreintes comme ça, selon où ils habitaient, pour faire peur tout simplement aux habitants. Et certains vont même jusqu'à penser que c'était soit un prêtre ou tout simplement un farceur local qui après a voulu continuer cela, a vu que ça marchait et a continué à alimenter cette superstition que c'était le diable qui était venu en visite, etc. Le seul problème, c'est comme je vous le disais et j'essaie de l'expliquer, même si c'est une théorie évoquée, faut avouer que pour l'époque, 1855, encore une fois, je le répète, il aurait fallu une sacrée coordination et un effort tout aussi colossal pour pouvoir laisser autant d'empreintes sur tant de distance et tout cela en une nuit. Donc c'est une théorie qui laisse assez perplexe. Une autre théorie encore évoquée sera celle d'une expérience militaire secrète. Celle-ci d'ailleurs rejoint assez celle du fameux ballon, puisque dans cette théorie, on évoque que l'armée britannique apparemment à cette époque était en plein test de ballons météorologiques qu'ils attachaient à des cordes avec des charges légères. Et que, au fil du temps, en regagnant le sol, ces fameux ballons avec leurs charges auraient touché le sol par intermittence, laissant des marques qui ressembleraient soi-disant à des sabots. Seulement, des recherches ont été effectuées à l'époque dans les endroits militaires qui étaient le plus proches à ce moment-là, et aucune archive militaire ne mentionne qu'un tel test ait été fait à l'époque même où sont apparues les fameuses empreintes. Donc là, je vous ai expliqué les théories, nous allons dire, les plus rationnelles dans un sens. Et encore une fois, je sais que vous aimez pas que je me répète, mais j'aime bien que les choses soient claires, que ce n'est qu'une liste non complète, puisque sinon la vidéo aurait bien pu durer 3 heures ou plus avec toutes les hypothèses et tous les animaux évoqués, toutes les possibilités qui ont été cherchées
Je vous en ai mis quelques-unes, ce qui est déjà pas mal, pour vous prouver que quand même, les gens à cette époque, et même encore après, lorsque ils ont cherché à expliquer le mystère, n'ont pas tout de suite, malgré le fait qu'ils aient donné ce nom d'empreinte du diable, sauté sur l'hypothèse que oui, c'était le diable qui était passé. Non, comme vous le voyez, il y a eu des recherches qui ont été faites, il y a des propositions, des théories qui ont été avancées, on a cherché à comprendre si c'était possible ou pas. Oui, en effet, certaines empreintes pourraient être expliquées par certaines de ces théories, mais d'autres, malheureusement, non. Et dans les théories, maintenant que j'ai évoqué celles qui étaient plus rationnelles, il reste les fameuses théories un peu plus surnaturelles, puisque oui, il y en a quand même eu à l'époque, très peu, 2 pour être précise, mais elles existent, donc je vais les évoquer. Il y a une théorie qui dit que cela serait des traces d'une créature inconnue, voire même qu'un extraterrestre nous ait rendu visite en 1855 dans le Devonshire. Cette théorie vient de certains amateurs de cryptozoologie qui pensent que ces empreintes laissées comme ça à divers endroits pourraient être les empreintes d'une créature inconnue qui serait capable de se déplacer d'une manière inhabituelle qu'on n'a encore jamais vue. D'autres, eux, vont avancer plutôt une hypothèse extraterrestre. Ils suggèrent que nos gentils petits hommes non terriens auraient pu laisser ces fameuses traces tout simplement en venant nous faire une petite visite sur Terre. Après, bien sûr, vous vous doutez que le problème majeur de cette hypothèse, qui est un peu un problème dans l'histoire tout court, c'est qu'on n'a aucune preuve tangible qui peut appuyer cette théorie, mais même de façon générale, on n'a pas vraiment de preuves, comme je vous le disais, à part les articles de journaux et les dessins qui ont été faits de ce que les gens ont vu. C'est tout. La deuxième théorie, et c'est celle qui a donné son nom aux fameuses empreintes, c'est bien sûr la théorie démoniaque. À l'époque, la croyance populaire a voulu que ce soit le diable lui-même qui ait parcouru le Devon cette nuit-là et une partie du Dorset et du Lincolnshire. Certains religieux voyaient dans ces traces une sorte de punition divine, même un avertissement, et qu'il fallait donc, nous allons dire, ne pas faire de péché, ne pas énerver le diable plus que ça, puisqu'il avait déjà prouvé qu'il était là et qu'il nous surveillait. Après, là encore, le seul problème que nous pouvons évoquer à cette théorie du diable, oui, il y en a un, c'est que, oui, il y a des empreintes, mais quelque part, c'est là encore le même problème, même si on cherche des explications rationnelles, c'est que on n'a pas vu qui a fait ces empreintes. Donc là, ça marche aussi sur la manifestation démoniaque. On n'a vu aucune apparition démoniaque. Enfin, je veux dire, personne n'a vu véritablement le diable marcher et laisser ses empreintes. Ou même un autre événement surnaturel qui aurait pu arriver et que certains auraient pu être témoins et dire « oui, j'ai vu, c'est telle chose qui a laissé ses traces ». Comme on n'a pas vu quel animal ou quel objet ou autre était passé et avait laissé ses empreintes. Donc, on en reste au même point. Au final, nous n'avons que des théories sur des théories, qu'elles soient rationnelles, qu'elles soient paranormales. Aucune vraiment n'apporte de réponse. Cependant, voilà, il faut que ce mystère reste dans les mémoires, et quoi de mieux pour qu'il reste dans les mémoires que de dire que ces fameuses empreintes sont les empreintes du diable et de garder ce terme en tête. Comme je vous le disais, c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, on en parle de cette manière. Maintenant, la question est, aujourd'hui, est-ce que l'on sait qui a fait ces empreintes? Qui est le responsable? Comme vous vous doutez, malheureusement, et peut-être certains se sont intéressés à ce sujet, les fameuses empreintes du diable de Devonshire restent encore à l'heure actuelle un mystère qui est non résolu. C'est même l'un des plus grands mystères inexpliqués du 19e siècle. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 150 ans que cela est arrivé, et il n'y a aucune explication qui soit assez satisfaisante pour être universellement acceptée et donc mettre un terme et dire oui, officiellement, il s'est passé ceci en février 1855 qui explique ces empreintes. Comme vous l'avez remarqué, on a d'un côté les explications rationnelles qui vont tenter de démystifier l'événement,
avec tout ce qui est phénomènes naturels, animaux, interventions humaines, etc. Et d'un autre côté, on a plutôt les interprétations surnaturelles qui, à cette époque, fascinaient beaucoup la population locale et les amateurs du mystère. Puisque l'idée que ces empreintes puissent être d'origine démoniaque, c'est un peu inscrit dans le contexte de l'époque. On était beaucoup dans la superstition, la peur du diable a été très présente en Angleterre à ce moment-là. Après, en ce qui concerne l'hypothèse extraterrestre ou cryptozoologique, donc de la créature inconnue, elle peut être séduisante pour certains, mais malheureusement, elle manque de preuves. Ce qui va rendre ce mystère assez intriguant, c'est, comme je vous l'expliquais, le nombre affolant de témoins qu'il y a. Donc, pour certains, on en va jusqu'à des milliers de témoins. Et également la diversité des lieux où on a pu observer ces empreintes, c'est-à-dire réparties sur pas mal d'endroits dans le Devon, mais également dans le Dorset ou dans le Lincolnshire. Donc ça fait quand même une sacrée distance. Si c'était un phénomène naturel ou un canular qui était en cause, il faudrait alors expliquer comment toutes ces traces ont pu apparaître de manière aussi régulière, et même si la taille quelquefois n'est pas la même, nous sommes d'accord et nous l'avons dit, elles se ressemblent quand même énormément. Et surtout, encore une fois, pourquoi ces empreintes sont-elles à des endroits qui sont parfois inaccessibles? Et pourtant, rien ne semble avoir interrompu celui ou celle ou la chose qui a laissé ces empreintes. Cela reste encore une question totale. À l'heure actuelle, nous n'avons donc toujours pas de preuves directes et depuis, malheureusement, aucune nouvelle découverte n'a été faite concernant cette fameuse histoire. Elle reste encore un mystère irrésolu et elle continue d'alimenter les débats entre sceptiques et ceux qui croient dur comme fer que le diable est venu nous rendre visite ou prévenir peut-être d'un prochain malheur, qui sait. De toute façon, que l'on penche plutôt vers l'explication scientifique ou rationnelle, ou vers l'explication plutôt surnaturelle, voire démoniaque, au final, ce phénomène restera, je ne dirais pas une légende, puisque la légende, généralement, on est parti d'une histoire qui a été déformée. Or là, les propos n'ont pas été déformés, puisque l'on a des preuves dans les journaux de ce qui a été raconté. Nous allons dire que c'est une histoire, voilà, un mystère qui reste fascinant et que quelque part ça nous rappelle que c'est pas le seul et il y a d'autres mystères. Et en ce qui concerne les fameuses empreintes du diable dans le Devonshire, malheureusement, ils font toujours partie du mystère de ce qui s'est passé en Angleterre. On n'en sait toujours pas plus aujourd'hui et même s'il y a des théories, aucune, on va dire, n'est au-dessus du lot où on peut être sûr à 90% que c'est ça qui s'est passé. Après, comment conclure cette vidéo? Ça reste un peu compliqué. Comme vous avez vu, c'est une vidéo assez longue. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce phénomène, quand même, pour un phénomène de 1855, ça reste par rapport à certaines histoires, que ce soit de fantômes ou autres, un phénomène qui a été particulièrement bien documenté grâce aux articles publiés dans les journaux de l'époque. C'est d'ailleurs ça qui fait que l'on peut en déduire que c'est pas un petit truc qui s'est passé et qui a été augmenté pour en faire une légende aujourd'hui, ou un canular ou autre. C'est ces fameuses présences dans les journaux, enfin dans différents journaux même, de ces témoignages des habitants qui ont écrit des lettres, etc., que même l'Église, les différents membres de l'Église ont évoqué ce qui s'est passé. C'est pas juste une invention pour faire parler du Devonshire et qu'on a créé de toutes pièces cette histoire. Le seul problème, après, c'est ce que l'on a, que ce soit pour les théories rationnelles comme les théories surnaturelles ou démoniaques, ça reste que, même si on a eu beaucoup de témoignages, on a une absence totale de preuves matérielles solides, à part les fameux dessins qui auraient été faits. Et cela empêche donc de vérifier si ces fameuses empreintes étaient réellement continues comme tout le monde le dit, ou si cela a tout simplement été exagéré au fil du temps. Après, on évoque quand même que déjà à cette époque-là, cela soit possible qu'on ait mélangé ce qui s'est passé, ce que les gens ont vu, avec certaines légendes qu'ils connaissaient, et lorsqu'ils ont donné leur témoignage, celui-ci aurait pu être
plus ou moins amplifié par la peur et leur croyance à ce moment-là, hein, puisque les Anglais étaient assez croyants à ce moment-là, et qu'il était peut-être plus facile de penser que, vu que c'était un sabot fendu, que c'était le diable et pas chercher plus simple, ou peut-être même de modifier sans le vouloir, hein, inconsciemment, ce que l'on avait vu pour que cela colle à ce que l'on croit. Ça reste une possibilité aussi, hein, c'est une théorie envisageable. Mais tout ce qu'on peut dire en résumé, c'est que cette histoire donc des fameuses empreintes du diable du Devonshire, elle est vraie, elle est attestée dans les archives, il n'y a pas à douter de ces faits-là. Mais malheureusement, comme beaucoup de mystères historiques, c'est assez difficile de pouvoir démêler les faits réels de l'exagération ou des mythes que certains auraient pu, en donnant leur témoignage, comme je vous le disais, faire coïncider avec ce qu'ils croyaient avoir vu et être sûrs d'avoir vu ça alors qu'ils ont vu complètement autre chose. C'est assez compliqué. Donc comme vous l'aurez compris, on arrive à la fin de la vidéo et comme je vous ai dit, je n'ai pas tout dit. Je sais que d'habitude, j'essaie de vous faire une vidéo assez complète, mais déjà là, vous avez vu la longueur de la vidéo. C'est pour ça que j'avais posé la question dans le post pour tout le monde si vous acceptiez les vidéos d'environ 1 heure ou plus en une seule partie. Parce que comme vous voyez, là, même en coupant, nous avons une bonne longue vidéo. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, pas totalement, mais bon, vous avez, on va dire, le principal de cette histoire, les fameuses empreintes du diable du Devonshire. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette histoire? Est-ce qu'il y a une hypothèse, du moins une théorie que j'ai évoquée qui vous semble plus crédible que les autres? Est-ce que vous avez une hypothèse qui pourrait expliquer ces fameuses empreintes? Est-ce que vous pensez qu'on trouvera un jour la réponse à ce qui s'est passé en 1855 ou que ce mystère restera à jamais inexpliqué? Est-ce que vous vous trouvez plutôt du côté de la team des sceptiques et plutôt du côté des rationnels? Ou est-ce que vous êtes plutôt assez ouvert à l'idée que possiblement, je dis bien possiblement, il s'est passé quelque chose d'inexplicable et d'étrange ce jour-là dans le Devonshire? Eh bien, vous savez que pour répondre à ces questions-là et donc me donner votre avis sur la question, vous pouvez tout simplement le faire dans l'espace commentaire, aussi bien me dire si vous avez apprécié la vidéo, me suggérer d'autres thèmes pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, prenez quelques secondes pour me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait et si ce genre de vidéo vous plaît, vous abonner, c'est totalement gratuit et en plus vous pouvez même, en plus de vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez ne rater aucune vidéo. Après, si vous êtes un peu plus timide et que vous n'osez pas laisser un commentaire, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le petit like, le petit pouce en l'air pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Et vous pouvez même faire les deux, hein, laisser un petit pouce en l'air et laisser un commentaire. C'est pareil, ça ne mange pas de pain et c'est tout autant gratuit l'un que l'autre. Malheureusement ou heureusement pour certains qui ont peut-être trouvé cette vidéo trop longue et qui nous ont peut-être déjà abandonnés, nous allons pouvoir fermer le livre concernant les empreintes du diable dans le Devonshire et le ranger dans notre collection des histoires concernant les phénomènes étranges dans le monde, dans la bibliothèque. Et il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira tout autant. Bye!